Bonjour et bienvenue pour ceux qui viennent seulement d'arriver au Café littéraire. Il y en a quelques-uns qui sont déjà installés là depuis ce matin. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce nouveau plateau. Je rappelle toujours de temps en temps, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Café littéraire, qu'ici nous ne faisons pas des débats à thème. Nous rentrons simplement un peu plus dans les livres. Nous essayons de vous donner envie de les découvrir par la suite. Alors ça va toujours un petit peu vite parce que, vous voyez, par exemple, nous sommes quand même un peu nombreux sur ce plateau, mais donner envie. Alors, vous savez que c'était un des principes de Michel Lebris. Il disait toujours que c'était très, très bien quand les gens partaient avec une petite frustration. En fait, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient faire, mais c'est pas grave, l'année prochaine, ils reviendront. Des fois, ils sont tellement frustrés qu'ils reviennent l'année d'après. C'est pas juste le café, c'est le principe. C'est ça le principe. Donc, avec nous sur ce plateau ce matin, Pete Fromm, qui revient, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'il vient, Pete, au Festival Étonnant Voyageur. C'est toujours un grand plaisir de le retrouver. Et il sera traduit sur ce plateau par Fabienne Gondran. Merci d'être là aussi. À côté de moi, elle n'a pas besoin d'interprète. Elle s'appelle Emily Prophet. C'est aussi une habituée du Festival Étonnant Voyageur. Elle a même été, je ne sais plus comment on disait à l'époque, déléguée générale du festival, directrice exécutive du Festival Étonnant Voyageur en Haïti. Donc on a travaillé ensemble longtemps et c'est la première fois de ma vie que je vais tutoyer un ministre, puisqu'elle est ministre depuis le mois de janvier, on y reviendra tout à l'heure. Et puis à côté de moi, John Woods, qui a écrit un livre. J'ai presque peur, je ne sais pas pourquoi on l'a mis à côté de moi, parce que après avoir lu son livre, moi j'ai peur, il me fait peur. Franchement. À côté de lui, Hélène Bury qui va interpréter ses propos, et puis Pascal Jourdain, que vous connaissez, que je vous représente pas, mon complice. Je vais interpréter mes propos tout seul. Bravo, c'est bien. Bon écoute, on s'est même pas dit par qui on commençait, alors je te laisse choisir. Je sais pas. Non, c'est peut-être moi qui vais commencer. Oui, c'est toi qui vas commencer. Je pense que c'est mieux compte tenu. Oui, voilà. Donc, nous allons commencer par Pete Fromm. Alors, Pete Fromm, il appartient au cénacle d'écrivains enracinés à Missoula, Montana, dans lequel figurent Richard Ford, Jim Harrison, Rick Batts, James Cromwell, des gens qu'on a reçus ici avec toujours grand plaisir, et plein d'autres en plus. Le festival a eu lieu 2 années. À Missoula, ou 1 année, je ne sais plus. À Missoula, il y a quelques années. C'était, je crois, un beau souvenir. Alors, Pete, il a un itinéraire intéressant et sinueux, on va dire, étudiant en biologie animale. Il a été ranger dans différents parcs naturels aux États-Unis. Et puis, à 20 ans, en 1978, il accepte de passer l'hiver dans les montagnes de l'Idaho. Je le dis à la française, l'Idaho, je ne sais pas comment on le prononce en anglais, je suis nulle, pour surveiller la réimplantation des saumons dans une rivière. Et il a tiré de cette expérience solitaire un magnifique récit dont on avait parlé ici, un magnifique récit autobiographique, Indian Creek, paru chez Gallmeister, qui est son éditeur français, en 2010. C'est devenu un classique de la littérature des grands espaces. Voilà, alors il a continué à écrire sur ces grands espaces, justement. Son dernier livre, celui qui vient de paraître, s'intitule « Le lac de nulle part ». Je voudrais quand même vous citer quelques-uns des autres. Il y a eu « Avant la nuit » en 2010, Chinook en 2011, Comment tout a commencé en 2013, et puis quelques autres encore. Celui-ci est traduit de l'américain par Juliane Nivelt. Et voilà l'histoire. Je vais essayer de la résumer, mais il m'arrête s'il n'est pas d'accord, et il précise. Nous sommes... Alors, où est-ce que j'ai mis mon résumé, voilà, j'ai tellement de choses, je me confonds avec Emily, ça ne va pas du tout. Voilà, je vais y arriver. Il se trouve que un père qui n'est plus en contact avec ses enfants
jumeaux, un frère et une sœur, qui s'appellent Trig et Hal, va leur proposer de réapparaître dans leur vie, parce qu'il est séparé de leur mère, et ils réclament une dernière aventure, un mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. Alors, a priori, ça semble être une superbe idée pour retrouver ses enfants, vivre avec eux, des choses qu'ils ont vécues en famille dans le temps, avant, quand ils étaient plus jeunes. Alors, à la fois excités à l'idée de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent ce défi de partir au milieu de nulle part. Mais il se trouve que, dès le début, Pete, on sent qu'il y a une dérive, parce que d'abord, la période choisie pour faire ce voyage n'est pas une période vraiment propice, c'est ça ? Je veux bien. C'est pas une période, c'est pas une bonne période pour faire un voyage comme celui-là. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Yes. It's at the very edge of the season, so no one else is there, and if everything goes right, it will be beautiful. If the clouds start to lower and it starts to snow, it will be disastrous. So it starts out with this question of which is it going to be, and the twins agree with the father that they'll just take the chance. Effectivement, on est en toute fin de saison, il n'y a plus du tout un chat en pleine nature. Si tout se passe bien, ça sera merveilleux. Si le plafond nuageux décide de s'abaisser et qu'il neige, ça sera un désastre. Et les jumeaux décident de relever le défi et d'accepter l'invitation du père. Alors, ils vont dans une région qu'il faut absolument décrire. On dit le lac de nulle part, mais c'est une région où il y a plein de lacs. Décrivez-nous un petit peu les lieux dans lesquels ils vont se promener, dans lesquels ils vont naviguer, marcher. It's a land of much more water than land, so the lakes take up the whole map with just little strings of trees through them. So I wanted a place where this family could be lost without any hope of rescue, because you paddle your canoe to the end of the lake and then you can go to any place. And so it's a vast area of water where you leave no tracks. And you could be going in any direction, so no one will know where to start to look. And this way I could isolate this family, and they have to figure everything out for themselves about where they are and who they are. C'est un territoire qui est fait davantage d'eau que de terre. C'est effectivement une myriade de lacs qui me permet de perdre mes personnages en ne leur laissant pas l'ombre d'un espoir de sauvetage, car quand on est à bord de ce canoë et qu'on avance à la fin du lac, on se retrouve face à un autre lac. Ce sont donc de vastes étendues d'eau dans lesquelles on ne peut pas laisser de traces et dans lesquelles on peut partir dans tous les sens sans savoir où on se trouve et où il est impossible de retrouver la trace des gens. Ce qui me permet d'isoler mes personnages et de se laisser se débrouiller tout seul pour trouver non seulement où ils sont, mais qui ils sont. Oui, parce qu'il y a à ce moment-là d'abord le frère et la sœur qui se retrouvent d'une part, qui reprennent contact donc avec ce père, qui était quand même un habitué de ces grands espaces, très expérimenté sur ce genre de voyage, et qui leur apparaît tout à coup un peu faible, un peu plus faible. Yes, just enough to make the twins wonder. His equipment for the trip is lost in the luggage by the airlines. So they think, well, that's unfortunate. And as the trip goes on, they wonder, was it lost or did he forget it? And his mind is something that they keep questioning. Is he forgetting things, or is he just keeping secrets from us? Et effectivement, c'est
suffisamment fluctuant pour que les jumeaux se demandent constamment quel est l'état d'esprit du père. Par exemple, il a soi-disant perdu tout son équipement de camping à cause de la compagnie d'avion, mais du coup on se demande est-ce qu'il l'a perdu ou est-ce qu'il l'a oublié. Et on oscille constamment entre ces questionnements et les jumeaux se demandent véritablement quel est l'état d'esprit du père. Alors même s'il y a des moments qui semblent assez chaleureux entre les trois personnages, on sent aussi qu'il y a beaucoup de non-dits entre eux, beaucoup d'incompréhension parfois, une forme d'égoïsme de chacun aussi. Les caractères vont se révéler au fur et à mesure des difficultés qu'ils vont rencontrer face à cette nature. As the story goes on and the winter closes in on them, the only thing they really have to do, besides build fires and paddle a canoe, is talk. But so much of what is spoken is in what is not spoken. And so it becomes almost a game trying to figure out what they mean, what's happened between them. And hopefully it's something that will pull the reader in with them as well. Et plus l'histoire avance et plus l'hiver se referme sur eux, plus il ne leur reste que très peu de choses à faire, qui est de faire des feux, qui est d'avancer sur le canoë et qui est de se parler. Et ce qui se dit sont surtout des non-dits. Et c'est comme un jeu entre eux, le jeu de savoir ce qui se dit en creux et ce qu'ils veulent se dire. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a une perte de repères dans cette nature sauvage et difficile, en plus avec cette météo qui n'arrange pas les choses. Il y a une perte de repères physiques, géographiques, et il y a à la fois des découvertes de repères de leur propre vie qui apparaissent au fur et à mesure. Au fur et à mesure où ils se perdent dans la nature, ils se révèlent à eux-mêmes, je crois. Non, non. Excusez-moi, j'ai l'air d'une psy, là. As they lose themselves in nature, lose their bearings, also they are discovering more about themselves, but it's causing them to lose their bearings and who they thought they were. So they are having to face sort of a new reality, not only about being lost, but not quite sure even what their childhood had been. Plus précisément, plus ils se perdent et plus ils perdent leurs repères et plus ils perdent leurs repères quant aux certitudes qu'ils avaient sur ce qu'ils étaient réellement. Et donc s'ouvre à eux une sorte de nouvelle réalité qui leur fait se questionner sur ces nouveaux repères qu'ils pensent trouver, et notamment questionner quelle a été leur enfance. Alors, on ne va pas tout dévoiler parce que si on raconte toute l'histoire, ça enlève... Bonjour Faouzia, je n'avais pas vu que vous étiez arrivée. Ça va enlever l'intérêt de l'histoire parce qu'on est avec eux, on se demande ce qui va se passer, comment ça va avancer, est-ce qu'ils vont s'en sortir. Je n'ai pas envie de dévoiler vraiment la suite de l'histoire parce que je trouve important de la découvrir au rythme où vous avez voulu qu'on la découvre. Donc, je ne poserai pas plus de questions là-dessus, si ce n'est qu'on est vraiment complètement dans un autre monde, on est complètement dépaysé. Et ce talent qu'a Pete Fromm, je voudrais insister sur ce talent qu'a Pete Fromm pour décrire des lieux et des paysages qui nous emmènent vraiment ailleurs. Merci. Beau livre. Merci beaucoup. Le lac de nulle part, paru chez Gallmeister. Ah, on applaudit Pete Fromm. Du coup, comme Fawza Zouhari, vous êtes arrivé. Si vous avez eu le temps de vous remettre de la course pour arriver jusqu'ici, on peut continuer avec vous. Si vous êtes d'accord, vous êtes un petit mot de présentation. Vous êtes né au Kef en Tunisie. Vous êtes docteur en littérature française et comparée.
Vous êtes installée à Paris depuis 1979, journaliste, écrivaine. Vous avez une œuvre qui est composée d'une quinzaine de titres, des essais tels que Ce voile qui déchire la France, des romans comme La Retournée, un récit, Le corps de ma mère, qui a été prix des 5 continents de la francophonie en 2016, pardon. Et puis une œuvre, c'est une œuvre, on va dire, plurielle, hein, de formes différentes, mais qui tourne toujours finalement autour de questions d'émancipation. Et c'est le cas encore avec ce livre. En Tunisie, vous faites partie de cette génération de femmes, une des premières à se rendre à l'école pour étudier, qui était un sésame, une vraie ouverture évidemment pour s'élever socialement, mais aussi trouver une liberté dans un pays où la place des femmes était complexe, et l'est toujours, je crois. Vous allez nous en parler. Vous êtes une des fondatrices du Parlement des écrivaines. Et puis vous venez là avec ce livre sorti chez Plomb en 2022, donc qui vient tout juste de sortir, Par le fil je t'ai cousu. Ce qui est un titre évidemment intriguant d'emblée, mais qu'on comprend de suite, puisque ça s'ouvre par une scène où il y a la jeune fille qui est la narratrice de ce livre. Ça débute par une sorte de rituel magique où elle explique que sa mère et l'une de ses amies procèdent à l'enfermement de son hymen. On la bloque en quelque sorte. Elle explique qu'elle est ferrée et donc protégée de tout contact sexuel afin de lui permettre justement d'affronter en quelque sorte sans danger le lycée, les études, où elle va sortir de sa vie traditionnelle, de sa famille pour étudier. Alors, vous dédiez ce livre à des femmes de votre famille, mais aussi à toutes les femmes de votre génération. Et on a l'impression qu'il n'y a rien d'écrit, c'est pas écrit roman ou récit ou mémoire, mais on a évidemment l'impression, en lisant ce livre, que c'est à la fois romanesque, romancé, parce qu'il se passe plein de choses, mais que c'est évidemment le parcours d'une vie, avec des allers-retours entre l'enfance et puis ce qui s'est passé dans la campagne tunisienne, avec des traditions familiales et la modernité. Alors évidemment, est-ce que ce parcours-là, même si ce n'est pas le vôtre, est-ce que vous souhaitez que ce soit une sorte de modèle et surtout une réflexion sur, au-delà même de ce que vous avez envie de transmettre, une réflexion sur vous-même d'abord? Merci et désolée de ce retard. Et en fait, je découvre que nous allons parler de mes livres. En fait, en venant ici, j'avais pensé à quelque chose. On raconte que ma mère a vu mon père la première fois de sa vie le soir de ses noces. Et donc, mais mon père disait, ce n'est pas du tout vrai. Quand tu étais petite, eh bien, je te connaissais, je jouais avec toi et je te portais sur mon dos. Et ma mère dit, non, c'est pas vrai du tout, ou alors tu as 20 ans de plus que moi. Et mon père dit, non, non, j'ai 5 ans. Et ce qui était très, très marrant, c'est qu'aucun, ni l'un ni l'autre, ne savait exactement leur âge. Je raconte ça parce que la comparaison est énorme. Mais en venant ici, je me dis, mais je découvre pour la première fois ce thème, et c'est quoi ? C'est quoi le sauvage du monde? Et franchement, je m'acheminais ici et... Ben oui, et je me dis, mais sur quoi je vais intervenir? Et puis j'ai vu que vous aviez ce livre devant vous, et j'ai vu effectivement qu'on pouvait revenir à mon village, et donc à cette histoire, et donc à l'hospitalité, et donc peut-être poser la question, qui est le sauvage d'entre nous? Vous savez, moi j'ai un parcours dans lequel je déteste me mettre dans la position de victime. Donc je poserai aussi la question, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, de l'autre côté de la Méditerranée, nous les Arabes et les musulmans, est-ce que nous ne sommes pas aussi, d'une certaine façon, sauvages à nous-mêmes? Et je vous citerai 2 exemples. J'ai combien de temps? On y va, on discute, on vous arrêtera. Alors, 2 exemples. J'étais dernièrement, il y a une semaine, à Alexandrie. Et on a eu une conférence sur Alexandrie, qui était faite d'ailleurs par une Bretonne. Et donc, il a montré les photos d'Alexandrie en disant il faut arrêter, vous les Occidentaux, d'être nostalgiques d'Alexandrie. En fin de compte, c'était votre époque de gloire, vous n'avez rien fait. Maintenant, c'est normal qu'elle revienne, la ville, à ceux
qui sont ces vrais propriétaires, à savoir les Égyptiens. Et ce n'est pas grave si la ville est en décrépitude, si les immeubles tombent en ruine, c'est leur affaire, ce n'est pas la vôtre. Et s'ils ont une forme de plaisir à détruire ce qu'ils ont, eh bien, c'est leur affaire. Et j'ai vu des Alexandrins, des hommes et des femmes sortir de la salle. Et je me suis dit, ce n'est pas vrai de nous renvoyer aussi à une forme de sauvagerie en excluant l'autre, en excluant l'apport de l'autre. Parce que ce qu'il y a à Alexandrie, ce sont des souches de population, de religion, de gens venus de partout, des Grecs, des Italiens, des Coptes, des musulmans, et tout ça, c'est l'œuvre de tous. Donc, il faut se demander qui est le sauvage. Deuxième exemple, j'étais encore une fois dans mon village il y a à peu près 4 semaines. Et dans mon village, où il y avait beaucoup de Français pendant la colonisation, il y a un couple qui s'appelle Monsieur et Madame Joiffre. Et Monsieur et Madame Joiffre ont refusé de partir à l'indépendance et ils sont restés dans leur ferme qui se trouve sur une colline. Et c'était un couple très amoureux qui n'a pas eu d'enfants et on les a enterrés dans une sorte de mausolée au-dessus de la colline. Et moi, je vais souvent me promener sur cette colline et je regarde toujours le mausolée et je fais ma prière de musulmane sur la tombe des chrétiens. C'est ça ce que m'a appris aussi ce voyage entre les deux rives. Et donc, il y a 4 semaines, je découvre que la tombe a été profanée, que les pierres ont été complètement fracturées, et je vois les 2 squelettes qui étaient comme ça, l'une sur l'autre. Et donc, j'ai fait un scandale, et j'ai dit, qui est le sauvage ? Vous voyez, donc, et bien sûr, c'est un petit village, donc tout le monde a parlé, le maire est venu, ils ont dit, mais la France va nous bombarder, enfin, c'est comme ça l'imaginaire dans lequel nous sommes, et voilà, et donc ça a été réparé. Voilà pour ce qui est, donc, ce questionnement que je me posais en venant ici, qui est le sauvage, et pour dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Bien sûr, il y a de la sauvagerie de ce côté, bien sûr qu'il y a, quand le refus de l'autre est une forme de sauvagerie, mais il faut aussi que nous, les Arabes et les musulmans, nous sachions et nous commencions à balayer devant nos portes. Voilà ce qui est pour cette thématique. Pour ce qui est de moi maintenant. Oui, parce que c'est pas, on ne fait pas des thématiques. On aurait dû vous répondre cela. Ce ne sont pas des thématiques, les titres que l'on met au café littéraire. Dans le café littéraire, on est là pour parler des livres. On rentre dans votre histoire et on parle du livre pour donner envie. Donc c'est pour ça qu'on est nombreux sur un plateau. On essaye d'aller un petit peu rapidement. On essaye de donner envie après de lire. Voilà notre postulat. Oui. Et en même temps, ce que vous venez de dire, c'est quand intéressant. même, parce que cet aller-retour de point de vue, en quelque sorte, c'est ce qui se passe dans le livre, justement. Oui. Et là, je voudrais vous citer, voilà que je découvre plus que l'envie de remettre la main sur mon corps, parce qu'en fait, évidemment, ce que dit la narratrice, c'est qu'à partir du moment où on l'a ferrée, elle n'a pas de relation sexuelle avant 24 ans. Donc, quelque part, la magie a marché, en quelque sorte. Mais en tout cas, ça l'a enfermée elle-même dans son propre corps, mais aussi dans son rapport à l'autre. Et l'autre, c'est aussi la France, c'est aussi l'étranger. Le besoin de retrouver le point précis de cette bifurcation, la raison de ce basculement. Entre la petite fille d'hier et la femme actuelle, combler le fossé qui s'est creusé, refaire le chemin vers la vie tribale après 40 ans de vie à l'étranger. Donc c'est la vie tribale d'un côté et la vie citadine de l'autre aussi. Où est l'étranger là aussi ? Oui, c'est-à-dire que j'ai failli vivre exactement comme ma mère. C'est-à-dire qui était une femme voilée, claustrée, qui n'est jamais sortie de la maison. Il y a eu des circonstances favorables pour moi. C'est que je suis venue avec l'indépendance. Et l'indépendance, ça a été Bourguiba. Et Bourguiba a dit, c'est l'école obligatoire. Donc, ils étaient obligés de m'envoyer à l'école. Mes sœurs aînées n'ont pas eu cette chance. Donc je vais à l'école et au bout de 6 ans, donc 12 ans, ma mère dit « ça suffit, il faut qu'elle rentre ». J'avais 12 ans et mon père, c'est un homme qui va me sauver, va dire « mais non, laisse-la continuer encore ». Et donc, c'est plus que laisse-la, c'est qu'il l'impose pour une fois. Il y a une très belle scène à la fin où vous dites mais finalement c'est mon père qui là a élevé la voix pour imposer son point. Pour une fois, parce que c'était elle qui commandait. Et donc elle me laisse partir. Et je vais au lycée qui est à peu près à 30 km, mais à l'époque on ne voyageait pas, donc j'ai appelé ça mon premier exil parce que j'étais loin. Et pour ma mère, je traversais presque une frontière. Et donc il fallait absolument qu'elle soit sûre que personne ne me touchera. Et donc,
au Maghreb, on a cette pratique qui n'a rien à voir avec l'excision en Afrique subsaharienne, par exemple, ou en Égypte, c'est de fermer les filles avec un rituel magique, tout simplement avec de la parole. C'est-à-dire qu'on vous fait passer sur un métier à tisser, et il y a une dame qui dit faites que son hymen soit un mur et que le fils de l'autre soit un fil, c'est-à-dire qu'il ne traversera jamais. Et moi, comme petite fille, pour moi, bien sûr, ça devait être fermé complètement. Et donc, pendant 20 ans, je vivrai avec cette idée pour vous dire que les mots aussi ont leur poids, que les mots ferment les corps et pas seulement le vrai fil. Et donc, je suis partie donc, avec ça dans la tête. Et toute ma vie, pas toute ma vie, une bonne partie de ma vie, sera une façon de me rechercher un corps, de mettre la main sur mon corps. C'est ça, en fait. Une des formes d'émancipation que je vivais, c'était absolument de me retrouver un corps, parce que j'étais, même quand j'ai écrit ce livre et j'essayais de me voir en petite fille, c'était impossible de me voir un corps. Je me voyais dans les champs, grimper dans les arbres, mais je voyais jamais que j'avais un corps véritablement. Et donc, je suis partie au lycée, et à 18 ans, ma mère a dit, maintenant, ça y est, il faut qu'elle rentre, et là, c'est un autre homme qui va me sauver, ça va être mon frère, et qui permettra donc que j'aille à l'université, et puis après, que je continue. Donc, c'est vrai que peut-être que j'offre tous les signes extérieurs de l'émancipation, mais que peut-être que je ne suis pas émancipée. Elle a été longue à venir. Elle était longue à venir, voilà, et elle n'a pas été faite par des ruptures. Elle a été faite par des cachotteries, elle a été faite par des consensus, elle a été faite par des négociations. Vous savez, nous, les Tunisiens, on est très négociateurs. À preuve, même la Révolution, on l'a faite pratiquement sans verser de sang. C'est un peuple qui, de l'indépendance, Bourguiba a serré la main de Mendès France et c'était parti, c'était dans la poche. Donc, je pense que nous sommes... Je fais partie de ce peuple qui négocie sa libération petit à petit, et c'est ce que j'ai fait au niveau de la famille. Alors, je me demandais, Faouzia, on était ensemble au mois de septembre en Tunisie. Ce livre n'était pas encore sorti, puisqu'il est sorti depuis. Je me demandais, est-ce qu'il est déjà paru en Tunisie? Est-ce qu'il a déjà été lu? Est-ce que vous avez déjà eu des réactions? Parce que c'est finalement une histoire importante à raconter maintenant pour les jeunes générations. Alors, effectivement, ce livre, il est en Tunisie, mais on ne le voit pas beaucoup. Et je rejoins votre question. Vous dites, il n'y a pas le mot roman, il n'y a pas le mot récit. C'est exactement comme ce qui s'est passé pour le livre Le corps de ma mère. Parce que je ne peux pas dire que ça, c'est une biographie, mais je ne peux pas le dire. Parce qu'à partir du moment où j'écris ce que j'ai été, je lève le rideau sur l'intime de la famille, l'intime de la tribu. Je fais quand même partie d'un village. Et donc, je dis, quand je suis à Tunis, pour le corps de ma mère, il y avait mes sœurs qui ne comprenaient pas le français, mais elles étaient là par solidarité pour me voir. Et je disais tout le temps, mais vous savez, c'est un roman. C'est-à-dire que ce que je raconte sur votre mère, ce n'est pas du tout vrai, alors que tout ce que je raconte sur ma mère était tout à fait vrai. Mais quand je raconte que cette mère, à 92 ans, elle est tombée amoureuse d'un chauffeur et qu'elle a commencé à dire des déclarations d'amour, mes sœurs, pour elles, c'est un sacrilège. Quand elle dit que ma mère, elle a joué une sorte d'Alzheimer complètement factice, parce que quand elle ne voulait pas nous voir, elle me dit « Mais tu es qui, toi ?» parce qu'elle n'avait pas envie de nous voir, c'était comme ça, et qu'elle avait des gros mots à la fin, eh bien, tout ça, ça ne se dit pas de la mère. Je suis dans une tradition où on dit « le paradis est sous le pied de vos mères ». Et il y a toute une littérature maghrébine, arabe, qui a fait en sorte que la mère a toujours été quelque chose de sacré, sur un piédestal. Et voilà une fille qui vient et qui dit les mères, c'est pas que ça. Les mères, ça peut être aussi méchant, ça peut dire des gros mots, etc. C'est ça aussi, déconstruire un discours. Donc effectivement, quand je suis ici, je dis c'est ma biographie. Quand je traverse la frontière, je dis non, c'est un roman, tout ça, je l'ai inventé. Bon, si tout est enregistré, mais on ne le diffusera pas en dehors d'ici. Et si Le corps de ma mère est aussi chez le libraire, et je l'espère, je pense que oui aussi, lisez-le, parce que c'est aussi quelque chose un livre très intéressant. Alors moi j'ai une question avant de passer à la suite, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais c'est juste que je me suis rendu compte en vous écoutant, à cause du poids des mots que j'avais lus, mais de vous entendre d'un seul coup, je me suis dit, mais on associe très souvent le travail d'écriture au métier de tissage. Et là, le fait d'avoir finalement un moment où, par le mot, on vous interdit finalement d'avoir un corps, et de le retrouver bien plus tard par les mots aussi,
nous dit peut-être qu'il y a une filiation, là, justement, encore un fil à tirer. Oui, mais une drôle de filiation, parce que j'aurais pu, en fait, utiliser le mot arabe pour dire ça. Mais c'était une responsabilité autrement plus grande que de le dire en arabe. Alors, pendant... Comment en arabe ? Non, de le dire, c'est-à-dire oui, raconter ça. De tout raconter en arabe. De tout raconter en arabe. Et donc, c'est pour ça que j'ai dévié, enfin, le mot, entre guillemets. Au début, j'ai cru que c'était comme quand vous mettez un voile pour que les gens ne voient pas, encore une fois. Vous êtes dans une architecture de l'islam, une architecture musulmane qui recourt toujours au voile, hein, quel que soit le sujet dans lequel on parle. Et donc là, il me fallait une autre langue, pas la langue maternelle, pour dire ma mère. Et au début, je me suis dit, c'est un péché. Comment raconter sa mère musulmane dans une langue qui, pour elle, est la langue de l'infidèle. Il faut dire telles qu'elles sont. Et puis après, à partir de là, j'ai développé toute une réflexion en me disant que peut-être la langue maternelle n'est pas la langue avec laquelle on raconte sa mère et qui est la langue de sa propre mère. Oui, ce n'est pas la langue de sa propre mère, c'est la langue qui vous permet de raconter votre mère en toute fidélité. Et moi, ça a été le français. Donc, à partir de là, je parle d'une langue utérine et non pas du tout d'une langue maternelle. Et cette langue-là, elle m'a permis effectivement de tisser de nouveau mon univers et de me sentir petit à petit en cohésion avec elle jusqu'au moment où je me suis demandé que, en fin de compte, j'ai émigré dans ce pays, non pas pour des raisons universitaires, économiques, mais pour une langue. En fin de compte, je suis venue pour une langue parce que cette langue-là a pu dire, elle m'a fait de la place, elle a été hospitalière et elle m'a permis de dire les miens sans les trahir. Donc, elle a retissé cet univers et voilà, je suis là-dedans parce que la langue coranique, c'est toujours difficile. Je crois que le courage peut-être consisterait un jour à ce que je dise les choses en arabe pour aller contre les tabous. Mais je connais encore le Coran et pour moi, la langue arabe, c'est la langue de Dieu. Et donc, il y a un seul écrivain suprême, c'est Dieu. Et moi, je ne serai qu'une écrivaine secondaire. Merci. Merci beaucoup, Fawzia. Merci. Alors, on va continuer avec le livre d'Émilie Prophète. Donc, Émilie Prophète, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle naît et vit à Port-au-Prince. Elle a été directrice de la Bibliothèque nationale et elle vient d'être nommée ministre de la Culture et de la Communication en janvier dernier. Donc, c'est tout récent. Émilie est l'auteure de 2 recueils de poèmes, Des marges à remplir et Sur parure d'ombre. Elle a aussi écrit Le Testament des solitudes. En 2012, elle compose avec talent le portrait collectif des habitants d'une impasse de Port-au-Prince se démenant pour survivre et dont l'existence à l'image de leur rue semble sans issue dans Impasse Dignité. En 2010, elle publie Le reste du temps, une réflexion sur le temps, l'amitié et la mort, qui a été inspirée de sa propre amitié avec Jean-Dominique, le journaliste assassiné en avril 2000. Et puis en 2015, tu reviens avec une interrogation sur la distance entre soi et l'horizon dans le bout du monde est une fenêtre. Voilà, il y a d'autres livres que je n'ai pas cités, mais vous trouverez la biographie d'Émilie facilement. Son dernier livre donc s'intitule Les villages de Dieu et tout de suite, Émilie, j'ai envie de te demander, on dira peut-être un petit mot de la situation de ta nomination de ministre et de la situation à Port-au-Prince actuellement, mais j'avais envie de te demander tout de suite d'expliquer ce titre, Les villages de Dieu, parce que c'est très important dans le livre. Les villages de Dieu, c'est une métaphore. Il existe effectivement un village en un quartier, un ghetto, on va dire, en périphérie de Port-au-Prince qu'on appelle le village de Dieu. Le village de Dieu, il y a beaucoup de gangs dans ce ghetto et à côté du village de Dieu, il y a d'autres ghettos et souvent les gangs de ces quartiers s'affrontent et c'est terrible. Déjà, ils bloquent l'entrée et la sortie sud du pays depuis 1 an. Ils s'affrontent, ils ont des armes lourdes. Et les villages de Dieu, pourquoi les villages de Dieu? Parce que dans ces cités très très pauvres, il y a des églises, tout le monde va à l'église, tout le monde, les cultes
réformés se sont vraiment Approprié. de ces cités. L'Église, c'est le seul lieu de socialisation et pourtant, il y a énormément de violence, il y a énormément d'affrontements entre des jeunes garçons qui ne vivent pas au-delà de 20-22 ans. Donc, je parle de toutes ces cités dans les villages de Dieu, une métaphore pour parler de grands ravines, de petits bois, de village de Dieu en lui-même. Et puis alors on retrouve des noms comme Puissance Divine, Bethléem, etc. Et donc ces gangs de bandits pillent, violent et assassinent en toute impunité. Et en même temps ils protègent aussi d'une certaine façon. Enfin ils veulent devenir les protecteurs des habitants qui vivent là. Un chef de gang en tue un et prend sa place immédiatement. C'est d'une violence extrême. Est-ce qu'on peut dire que c'est inspiré par la vraie vie en Haïti ? Oui, c'est inspiré par la vraie vie. Il n'y a pas d'élection. Hein. Pour prendre la place du chef de gang, il faut l'assassiner. Il faut l'assassiner. Le chef de gang, il est entouré de gardes du corps et ce sont ces gardes du corps, en général, qui l'abattent. Et les gangs fonctionnent comme des gouvernements. Déjà, quand le nouveau chef de gang, il arrive, il promet des plats chauds aux enfants, il promet protection aux femmes. Il va négocier avec des commerçants, avec souvent des parlementaires. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai appris même que dans certains quartiers, les chefs de gang faisaient carrément des casiers judiciaires pour certaines personnes qui se seraient disputées dans le quartier, qui auraient commis, selon lui, un forfait. Et c'est comme ça que la vie est rythmée dans ces quartiers, malheureusement, en périphérie de Port-au-Prince. Et tous les jours, il y a des morts. Ils ont des armes lourdes, mais ce sont des armes qui sont... Comment est-ce qu'ils se les procurent, ces armes ? Voilà, ce sont les gens d'argent, parce qu'au départ, ces gangs étaient armés pour protéger les commerces. Et voilà, et les gens d'argent, les politiques, quelquefois, qui fournissaient des armes et qui continuent à fournir peut-être des armes à ces gangs, en perdent le contrôle. Et ils trouvent une autre forme d'organisation pour eux-mêmes faire de l'argent. C'est-à-dire, ils ont les armes, ils imposent leurs lois, à la fois dans ces quartiers-là, mais aussi aux autorités, aux gens d'argent qui doivent payer pour continuer, pour garder pignon sur rue, mais aussi, comme c'est un pays très instable, ces politiques-là, pour utiliser ces jeunes gens pour des manifestations, pour faire pression sur un autre parlementaire d'un autre parti, sur le gouvernement. Donc, les choses ont pris des proportions terribles depuis 3-4 ans dans le département de l'Ouest où se trouve la capitale, Port-au-Prince particulièrement. Alors, dans ce roman, parce que c'est quand même un roman, tu mets en scène une jeune fille, Célia, qui a grandi, qui est habituée au bruit des armes, qui vit dans la cité de la puissance divine, où il n'y a jamais eu de trêve, où la mort circulait de midi comme à midi comme à minuit. Elle est élevée par sa grand-mère qui crée une forme de protection. Hein. On se rend compte là aussi de l'importance des personnes âgées et des sages en quelque sorte. Et malheureusement, sa grand-mère va disparaître et il va falloir qu'elle trouve la manière de vivre. Et alors elle, il y a quelque chose de moderne dans sa vie qui va probablement l'aider justement c'est qu'elle s'exprime beaucoup sur Internet et qu'elle devient influenceuse. Voilà, Célia devient influenceuse et moi je voudrais préciser que ce n'est pas un livre triste puisque Célia, elle n'est pas restée longtemps à l'école, elle n'en voyait pas la nécessité, mais elle devient influenceuse, elle a des contacts directs avec les chefs de gang, elle explique, elle développe, elle influence et elle nous dit, elle nous apprend très vite
dans ses réflexions sur tel ou tel chef de gang, il va mourir. Il va mourir, il ne comprend rien. Et Célia va trouver les femmes de la cité. Elle fait des entretiens avec ces femmes qu'elle poste sur les réseaux sociaux et elle est contactée par les chefs de gang. Elle nous explique, Célia est féministe. Elle n'a pas les mots pour expliquer comme nous pourrions le faire, ce qu'est le féminisme, mais elle a une façon de se voir et de voir les autres. Elle est indépendante, et elle explique, elle voit loin. Donc Célia, c'est vraiment la jeune femme d'aujourd'hui, la jeune haïtienne d'aujourd'hui qui a envie de s'en sortir, qui est prise au piège de ce quartier difficile, qui regarde la ville, une ville, un État failli, et qui aide à comprendre ce qui se passe dans notre pays et pourquoi on en est arrivé là. Alors, elle se moque un petit peu aussi. Hein. Elle parle, par exemple, à un moment d'une des femmes d'un chef de gang, Patience, qui se prend pour une première dame. Hein. Elle convoque les femmes. Elle veut que les femmes s'organisent, qu'elles comprennent leur importance et leur rôle dans le développement de la cité. Elle souhaite les réunir en association. Et Célia se moque un peu de cette attitude. Oui, elle se moque de Patience. Patience, c'est la compagne de chef de gang qui se prend pour un président de la République et elle se prend pour une première dame. Elle convoque les femmes vaillantes de la cité et c'est qui ne se sent vaillante en rien va à cette réunion. Elle mange et on offre des pâtés. Elle mange, elle explique, elle se moque de Patience et elle se dit mais pour qui elle se prend et voilà, c'est très intéressant quand SCC essaye de nous faire comprendre ce qui se passe dans la tête de Patience qui est belle, qui sent bon et CC est admirative de cette femme, mais en même temps elle se dit mais qu'est-ce qu'elle est bête cette femme qui ne comprend pas réellement ce qui se passe dans les cités alors que CC elle va vers ces femmes et CC elle fait des photos mais des photos macabres de cadavres qu'elle voit dans le lit des ravines et CC elle explique la vie et elle explique elle témoigne ouais. Elle explique la force de ces personnes qui vivent dans ces cités et qui sont stigmatisées mais tout le monde ne fait pas partie d'un gang dans la cité. Les gens subissent ces chefs de gang, l'action des gangs et CC elle explique comment vivent ces gens, ce qu'ils espèrent, comment ils sont habités par l'espoir d'une vie meilleure et comment ils ne désespèrent pas en dépit de tout ce qui se passe et comment ils ont conscience que ce quartier, cette cité où ils se trouvent ne fait partie d'aucun pays, d'aucune république au final. Alors, juste pour finir, puisque tu as été nommé ministre de la Culture et de la Communication au mois de janvier, est-ce que tu penses que ce gouvernement va pouvoir agir justement contre cette situation? Comment le livre a été reçu à Port-au-Prince aussi? Le livre a été très bien reçu à Port-au-Prince. Heureusement, les chefs de gang ne l'ont pas lu parce qu'ils ne lisent pas. Sinon, je ne serais peut-être même pas à Saint-Malo aujourd'hui. Et le livre a été très, très bien reçu parce au départ, les gens voient les villages de Dieu. Ils pensent que je parle de Dieu. Et en plus, je m'appelle Emily Prophète. Ils se disent, tiens, ça doit être très, très porté sur la religion. Et voilà, le livre a été dès le départ très bien reçu. Et quand Daniel Laferrière a parlé de ce livre à un certain moment pour dire que c'était le mieux écrit, le meilleur livre qu'il ait lu sur Haïti. Et quand il a dit à tout le monde, si vous voulez comprendre Haïti, allez lire Emily Prophète, ne venez pas me demander. Je crois que le livre a vraiment décollé et est resté pendant très longtemps le livre le plus vendu dans toute la province du Québec. Donc voilà, le livre, il est jusqu'à présent
très bien reçu, constamment en rupture de stock à Port-au-Prince. Et quant au premier volet de la question, à savoir est-ce que le gouvernement va pouvoir arriver à bout des gangs, le gouvernement il fait de son mieux. Là, je réponds comme ministre de la Culture et de la Communication, évidemment. Le gouvernement fait de son mieux pour résoudre le problème des gangs. Mais ce problème, nous en sommes très conscients, ne peut pas être résolu seulement en affrontant les gangs et en les désarmant. Il faut résoudre le problème de la grande misère qu'il y a aujourd'hui en Haïti. Sinon, d'autres gangs vont se former parce que la seule perspective pour beaucoup de jeunes qui habitent ces quartiers, c'est de faire partie d'un gang parce que c'est un symbole de réussite. Quand le chef de gang, il a une compagne qui ressemble à une première dame, quand il a de l'argent, parce qu'un chef de gang, ça a de l'argent, puisqu'il est payé, il dévalise tous les camions de marchandises qui passent sur la grande route, il fait des kidnappings, donc il a énormément d'argent. Un chef de gang, un membre de gang a beaucoup d'argent. Donc, il faut rendre moins attractif ou pas du tout attractif le fait de faire partie d'un gang, mais tout en adressant véritablement le problème aujourd'hui, désarmer cette violence. Voilà, retirer concrètement les armes des mains de ces jeunes personnes pour qu'elles puissent vivre un peu plus longtemps déjà et pour que ceux qui habitent les cités puissent continuer à vivre, puissent avoir envie de continuer à habiter le pays. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus envie d'habiter en Haïti à cause de cette grande violence et de cette grande misère ou de cette misère qui engendre énormément de violence. Et Célia, elle est dans la salle parce que elle n'aime pas quand je le dis, mais je me suis beaucoup inspirée de ma fille qui était d'une mauvaise foi extraordinaire pour créer le personnage de Célia. Bonjour Célia. Enfin, je dis Célia. Elle s'appelle Célia ? Elle s'appelle Aimée. Bonjour Aimée. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et moi, je terminerai en disant à quel point ce pays est attachant. On va continuer avec... Oui, merci. Merci beaucoup. Bon, je vous propose de monter d'un degré dans la violence, puisque avec John Woods. John Woods a grandi en Ohio, dans la région des Appalaches. Il est diplômé de l'Ohio University. Il a publié plusieurs nouvelles dans de nombreuses revues. Aujourd'hui, vous vivez à Yorktown, en Virginie. Lady Chevy est votre premier roman, qui a été sélectionné d'emblée parmi les meilleurs romans noirs de l'année 2020 par le New York Times. Alors, Lady Chevy, c'est une lycéenne, Amy Wirkner, Wirkner, parce qu'il faut le prononcer comme ça, je crois, qui est lycéenne de 18 ans, qui est surnommée Chevy parce qu'elle a le même cul imposant qu'une Chevrolet. Voilà, c'est ses camarades de classe qui l'appellent comme ça. Elle a fini par s'y faire. Elle est solitaire, elle est intelligente et elle est bien décidée à essayer de poursuivre des études malgré la pauvreté de la famille pour aller à l'université et quitter enfin le trou perdu qu'elle habite dans l'Ohio, aux alentours de la petite ville de Barnesville. Alors cette petite ville, elle est complètement transformée, modifiée par les installations pour trouver du pétrole par fracturation hydraulique. Hein, on en a entendu beaucoup parler. Là, on a une description terrible de ce que ça produit. Ça empoisonne la vie des habitants. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que voilà, il y a des empoisonnements à cause de l'eau, et évidemment tout le monde vit avec une menace permanente. Et ça touche en particulier la famille de Amy. Son petit frère étant né avec d'importantes malformations, et en même temps il y a une culpabilité puisque les parents ont accepté que sur leur terrain, ils ont accepté de louer leur terrain pour qu'il y ait un endroit où on peut effectivement travailler cette fracturation hydraulique. Et en réalité, ils perdent le contrôle de tout ça. Alors, John, je voudrais vous interroger sur ce qui vous a amené, parce que vous connaissez bien cette petite ville qui existe réellement, que vous avez
transformé un peu pour les besoins du roman. Mais je voudrais savoir ce qui vous a amené finalement à décrire un tel paysage, une telle atmosphère, où finalement les habitants ne se retrouvent, sont très différents, sont souvent très opposés les uns contre les autres. Il y a les paysans, il y a les hippies. Mais malgré tout, tout le monde se retrouve dans une seule chose, c'est de pouvoir nourrir correctement ses enfants, sa famille, donc d'avoir des aliments corrects et de l'eau correcte. Et c'est ça qui a lancé pour vous l'écriture de ce roman. C'est finalement le seul point commun qui reste, c'est cette espèce de survie. So I wanted to present the complexity of a small town that is affected by the production of fossil fuels, this natural gas, especially when natural gas comes into a coal mining culture, a town that has been very familiar with the costs of energy production. And the complexity of how, where I come from, there is an internalization of knowing that everything that's good for the economy comes at the expense of public health. And so I just wanted to capture that, you know, in a fictionalized version of my hometown and kind of present this environment of toxicity and how that influences people in negative ways. En fait, moi, ce que je voulais présenter, c'était la complexité d'une petite ville qui est affectée justement par la production du gaz naturel, et notamment une ville qui connaissait déjà le problème de l'énergie, parce qu'il y avait déjà des mines de charbon avant. Donc, ils connaissent cette culture de production d'énergie et le coût que cela a. Donc, je voulais montrer la complexité de cette ville dont je suis originaire et à quel point on internalise la connaissance que ce qui est bon pour l'économie est généralement mauvais pour la santé. Je voulais refléter ça à travers une fiction donc, qui se passe dans la ville dont je suis originaire et décrire un environnement toxique et l'influence négative que cela a sur les habitants. Alors, on a donc cette histoire qui démarre dans ce contexte, et puis il y a un jeune garçon, un ami très proche de Lady Chevy, qui lui demande un soir, écoute, je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi, et il réussit à la convaincre pour mener un attentat éco-terroriste, on dirait. Il n'a pas une conscience politique vraiment très forte, mais simplement il y a une sorte de détestation. Parce qu'il a son père qui est mourant. Voilà, c'est personnel en fait, c'est toujours personnel. C'est au fond jamais politique, c'est toujours personnel. Ça va les amener tous les deux, ça va mal tourner, et ça va les amener tous les deux à une histoire qui les dépasse largement. Donc vous racontez cette histoire. Mais il y a un autre personnage très important. Il y a une série de chapitres qui alternent, qui sont nommés H. Et H, on le découvre, c'est un flic qui est une sorte de justicier qui s'encombre pas trop de morale. Alors justement, où est la morale dans cette histoire ? On a l'impression que personne n'est vraiment préoccupé par cette question de morale, même s'il est toujours question de bien ou de mal, mais finalement, tout le monde l'écarte pour des motifs personnels. So, in all of my writing, and especially within this novel, I was always very careful never to judge my characters. I think that's very important to me. I want that to be left to the reader. And I want to present them as human beings who are suffering. And so the act to blow up the fracking facility is, you know, an act of rebellion, but underneath this rebellion is anger, rage, pain, and this is how that manifests. And in this environment of this town that's, you know, with an environment that seems polluted by fracking, these passions are manifested that are working outside of morality, and they're manifesting in ways that don't have a moral center. And I think that's
I feel that's a reflection of greater things at work in America. Alors dans tous mes écrits et surtout dans ce roman, je fais très attention à ne jamais juger mes personnages. Pour moi, c'est vraiment très important. Je veux que ce soit le lecteur qui se fasse sa propre opinion. Je parle principalement d'humains qui souffrent. Effectivement, cette histoire d'attentat terroriste, c'est surtout un acte de rébellion pour ce jeune. Et sous cette rébellion se cache la rage et la douleur qui l'assaille. Parce qu'il se trouve donc dans cet environnement d'une ville qui est complètement polluée, et je pense que cet environnement justement a tendance à faire ressortir toutes ses passions, et à cause de ces passions, du coup, il n'y a plus vraiment de sens de moralité, et je pense que ça reflète également un plus grand problème qui existe aux États-Unis. Et ce qui est difficile aussi dans cette histoire, et on n'a pas envie de la juger, mais c'est vrai, celle qu'on surnomme Lady Chevy, elle a des ambitions, elle a envie de sortir de ce milieu, elle veut devenir vétérinaire, elle travaille dur, et puis les circonstances vont faire que, eh bien, à cause de cet attentat, les choses vont dériver. Hein. C'est pas son choix, c'est pas son choix. I think Amy is a very, very complicated character, and we can't understand characters, and we can't understand Amy without appreciating where she comes from and the influences that have shaped her life, and the dynamics within her family and within this town that have contributed to her her being, and how she navigates life and navigates these difficult choices that she's found herself in. And so, to me, I think it's an interesting question as to how much of these choices that people make are innate to who they are as people, and then how many of these choices are influenced by external factors. And again, it goes back to this this desire I had to present a toxic environment that is creating toxic people. Alors, je pense que vraiment le personnage d'Amy est très très complexe et on ne peut pas la comprendre sans voir d'où elle vient, parce que elle a été très influencée dans sa vie par notamment la dynamique familiale, mais aussi par la ville, et du coup elle essaye de s'en sortir comme elle peut. Pour moi, c'est vraiment très intéressant de réfléchir justement aux choix qu'on fait, lesquels viennent vraiment de notre personnalité et lesquels sont influencés par notre environnement. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, moi ce que je voulais vraiment faire avec ce roman, c'était de présenter un environnement toxique et de voir l'influence toxique que cela a sur les gens qui y habitent. Alors il y a quelque chose de tragique hein, dans ce livre. Il y a des scènes terribles qui sont des scènes de violence, mais finalement les scènes les plus terribles, c'est les scènes où justement les personnages doivent faire des choix et font les choix qui sont bons pour eux, mais qui sont effectivement empreints de toxicité. Donc c'est un tragique qui n'est pas du tout du même style que la tragédie grecque, hein, où finalement les choix des personnages, des héros sont complètement portés par un sens de la morale ou de l'honneur ou des choses comme ça. Là, c'est presque l'inverse qui se passe. Mais quand même, est-ce que survie ? C'est une question de survie, mais est-ce que vous avez pensé à ça, le côté vraiment presque tragédie grecque, mais en quelque sorte pollué par le monde moderne ? I really appreciate this question. I feel that it is a tragedy, and that was very much at the forefront while I was writing this novel, and really all of my fiction. It's a tragic world that I'm writing in. But what I think is really interesting about, like you were saying about Greek tragedy, and there is a moral center. And what I wanted to present was how would these stories play out in a darker world? And it's a presentation of a world where there is almost a dark hostility within the world itself that these characters are operating in, and how they must
struggle to survive in this environment. And their choices are all centered within this dark space that they inhabit. Alors merci pour cette question. Vraiment, effectivement, c'est clairement une tragédie. Et j'y pensais quand j'écrivais le roman. Mais techniquement, on vit dans un monde assez tragique. Mais moi, ce qui m'intéressait, effectivement, donc vous parliez des tragédies grecques où effectivement il y a un centre moral très important. Moi, ce que je voulais, c'était raconter une histoire dans un monde obscur et où vraiment l'hostilité du monde est vraiment très réelle pour les personnages et ils doivent lutter pour survivre. Et donc ils font ces choix, mais depuis une obscurité terrible pour eux. C'est un livre vraiment coup de poing, mais un très très beau livre aussi. Donc on va rappeler les titres des livres dont nous avons parlé. Celui de Pete Fromm, merci. Merci. Le lac de nulle part, paru aux éditions Gallmeister. Le livre d'Emily Prophète, Les villages de Dieu, paru chez Mémoire d'Encrier, qui est une maison d'édition québécoise, canadienne. Et puis, je te laisse. Alors, le livre de John Woods, Lady Chevy, qui est traduit de l'américain par Denise Gallows, qui est sorti chez Albin Michel dans la collection. Voilà, des applaudissements pour Albin Michel et la collection Terre d'Amérique. Et puis Fawzia Zuhari, Par le fil je t'ai cousu, aux éditions Plomb. Voilà, merci à vous tous et merci bien sûr à Fabienne et à Hélène pour leur traduction. Merci beaucoup.